Salut Pierre-Guy, comment vas-tu? Je vais très bien, toi? Ça va, merci. Si tu veux, peut-être que je vais commencer par faire une petite présentation, puis après ça, je vais te laisser aller pour le reste. Euh, ben, bonjour tout le monde. On va commencer tranquillement. Premièrement, merci beaucoup de venir à ce webinaire-là. Le projet de loi 3 avancé par la CAQ fait beaucoup de jaser dans les derniers mois. Il apporte beaucoup d'inquiétudes, il apporte beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on trouvait très important d'organiser ce webinaire-là avec Pierre-Guy, parce que pour nous, Pierre-Guy est un bon vulgarisateur, il explique bien les choses. Puis je pense que c'est important qu'on regarde un peu ce projet de loi 3-là. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les impacts? Quels sont les enjeux qu'on va avoir? Puis par la suite, ben, je pense qu'en tant que représentant syndical, en tant que personne qui croit aux droits collectifs et à la protection des droits des travailleurs, on a tous un peu une obligation, un sentiment de devoir un peu influencer l'opinion publique, expliquer un peu c'est quoi le projet de loi 3 et de faire comprendre aux gens quels sont les enjeux et les impacts. Donc, j'en dirai pas plus. Je vais laisser Pierre Guy, qui est pas mal meilleur que moi pour faire des présentations. Et on se verra à la fin. Je vous souhaite une bonne présentation. Merci, Marc. Écoutez, je devrais en avoir pour une vingtaine de minutes. Je vais vous partager mon écran. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut attendre à la fin ou ça peut être aussi pendant la présentation. Attendez un petit peu. Donc, voilà. Vous le voyez? Oui, on le voit, Pierre Guy. OK, excellent. Je vais vous le mettre en mode présentation. Voilà. Vous entendez bien? Parfait. OK. Donc, le projet de loi 3, c'est une attaque au mouvement syndical. Un projet de loi, c'est d'abord déposé à la Chambre législative au Salon Rouge. Une fois que le principe est adopté, ça s'en va en consultation particulière. Donc, les consultations particulières, là, c'est des consultations où est-ce que la plupart des personnes concernées par le projet de loi sont invitées. Dans notre cas, le SFP Québec, qui représente là, plus de 100 000 personnes salariées au Québec, dans l'éducation, dans la santé, dans les municipalités, dans d'autres secteurs, on a refusé de nous entendre. La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, donc notre présidente Magali Picard, a pu, par contre, présenter un mémoire. Évidemment, nous, on appuyait le mémoire de la FTQ, mais le SFP, on a refusé de nous entendre. Pour ce qui est de Magali Picard, notre présidente à la FTQ, c'est à ce moment-là où elle a dit au ministre du Travail qu'il était innocent ou qu'il jouait à faire l'innocent. Et puis là, après, les médias l'ont vivement critiqué. Elle n'avait pas tort, par contre. De toute façon, le ministre du Travail, que ce soit là, en faisant une prière, là, c'est pas vraiment une prière que notre secrétaire général du SFP Québec, Fanny de Montigny, fait, là. Mais on lui a remis une copie de notre mémoire. On voulait être invité. Mais même si on est gentil, même si on est poli avec lui, il ne nous écoute pas. Il écoute surtout les milieux d'affaires. Il écoute le Conseil du patronat, l'Institut économique de Montréal. Mais pour ce qui est des syndicats, il ne voulait pas nous entendre. Même si sa loi elle-même est une loi qui vise à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations au milieu de travail, c'est-à-dire des syndicats, euh, le ministre Boulay n'a pas vraiment travaillé fort pour améliorer là, la gouvernance de son propre gouvernement. La principale attaque, c'est l'attaque là, de la formule REN. Le ministre nous dit qu'il n'attaque pas la formule REN. C'est faux. Il attaque l'article 47 du Code du travail
qui est le précompte syndical. Le précompte syndical, c'est une entente, là. La décision du juge Ivan Rand à l'époque, dans les années 40, c'était à la suite d'un long conflit en Ontario, dans une usine de fabrication d'automobiles. Et puis, il y avait eu beaucoup de violence, il y avait des scaves, il y avait un problème aussi avec la perception des cotisations syndicales. Bref, le juge Rand, ce qu'il avait convenu, c'est que il avait rendu sa décision en disant que le droit de grève allait être mieux encadré, mais qu'en contrepartie, les cotisations syndicales allaient être perçues par l'employeur et remises au syndicat. Donc, ce genre de compromis-là faisant en sorte que les syndicats ne pouvaient pas faire la grève n'importe quand. C'est vraiment votre cas, vous, dans la santé et les services sociaux aujourd'hui. Par ailleurs, il y avait un précompte syndical qui permettait aux cotisations syndicales d'être versées directement au syndicat. Et donc, il y a eu une sorte de paix industrielle à la suite de cette décision-là. Au Québec, il a fallu attendre 1977 avant que notre Code du travail prévoit un précompte syndical, donc une perception de la cotisation syndicale directement sur les salaires des personnes salariées et versée vers le syndicat. En contrepartie de quoi, il y a eu quand même des concessions qui ont été faites là, sur l'encadrement du droit de grève. C'est une attaque. Pourquoi? Parce que maintenant, le gouvernement de la CAQ a attaqué l'article 47, a modifié l'article 47 du Code du travail en changeant la cotisation en une cotisation principale et une cotisation facultative. Je vous dirais, j'ai quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui à vous annoncer, malgré l'ensemble des mauvaises nouvelles, malgré l'ensemble du bilan là, de la CAQ qui est terrible là, pour les syndicats. C'est que finalement, le ministre a compris que ça allait être inapplicable, son projet de loi. Là, on a terminé l'étude détaillée. Ça veut dire que chaque article de son projet de loi a été étudié, a été challengé, entre autres, par Québec solidaire, avec notre député qui nous a beaucoup aidé, Alexandre Leduc de Québec solidaire. Et aujourd'hui, il n'y aura pas 2 cotisations. Puis à l'heure où on se parle, on n'a pas encore vu le texte final du projet de loi, mais au moins, on a un peu sauvé les meubles, si vous voulez. C'est que il va y avoir une cotisation principale et une cotisation à partir de la cotisation principale qui va être facultative. La cotisation principale peut servir à financer les activités principales des syndicats, négociation, l'application d'une convention collective, défense des droits et ses obligations dans le cadre normal de ses activités. Le problème, c'est ce qu'il appelle le ministre la cotisation facultative, qui n'est pas perçue là, par l'employeur, mais qui doit faire partie de votre budget total de revenus de cotisation pour pouvoir financer des dépenses dites facultatives. Au départ, le ministre, ce qu'il voulait, c'est que n'importe quelle personne, membre ou salarié, puisse faire en sorte qu'elle ne paie pas cette cotisation facultative-là. Par exemple, si un membre salarié trouvait que de défendre les membres par rapport à un tel aspect ou, par exemple, de faire la lutte contre le racisme ou faire la lutte pour l'équité salariale, la lutte pour le salaire minimum, si un membre trouvait qu'il ne voulait pas financer à travers sa cotisation totale, sa cotisation syndicale totale, une partie facultative, bien à ce moment-là, il pourrait se retirer. Comme on dit en anglais, un genre d'opting out individuel. Sauf que rapidement, ces juristes lui ont dit non, tu ne peux pas faire ça, ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Donc, ce que le ministre a proposé, c'est un opting out, donc une façon de s'exclure collectivement. Autrement dit, il a prévu dans son projet de loi qu'une majorité pourrait dire ben nous, on ne veut pas financer ce qui est facultatif, nous, on veut seulement financer ce qui est principal. Sauf qu'à mesure qu'on avance, qu'on a avancé dans l'étude du projet de loi, eh bien, le ministre du Travail s'est rendu compte qu'il y avait des syndicats canadiens, qu'il y avait des syndicats internationaux, qu'il y avait des sections locales, que la CSN, la CSQ, la FTQ, c'était 3 fédérations ou centrales syndicales qui avaient des fonctionnements complètement différents. Sans parler de la FIC, sans parler de la FAE,
sans parler des autres syndicats. D'ailleurs, les syndicats de la construction fonctionnent tous différemment aussi. Donc, le ministre est en train de se rendre compte que ça va être inapplicable. Au bout de la ligne, ce qui pourrait être éventuellement économisé par les travailleurs et travailleuses membres d'un syndicat, c'est même pas 5 là. Donc, je dirais que le projet de loi, à part nous avoir fait perdre beaucoup, beaucoup de temps et qui nous fera perdre beaucoup de temps pour faire la comptabilité de tout ça, puis faire les présentations aux membres, eh bien, au bout de la ligne, il n'y a pas vraiment d'économie qui pourrait être réalisée. Au contraire, la cotisation facultative va même probablement augmenter les dépenses du syndicat d'une manière complètement incohérente. Cela dit, la cotisation facultative pourrait servir à financer les activités suivantes. Donc, vous voyez, c'est l'article 47.0.1. Comment complexifier le Code du travail inutilement, là, ça en est un bon exemple. Donc, le point 1, c'est toute contestation des lois devant les tribunaux, sauf lorsque cette contestation est faite dans le cadre de la représentation d'un salarié en lien avec l'application de la convention collective. Mais ça, au départ, ce n'était pas écrit comme cela, mais c'était toute contestation des lois devant les tribunaux. Évidemment, mais les syndicats, quand on conteste une loi, comme le projet de loi 89 sur les services essentiels qui deviennent des services au bien-être de la population, on ne le fait pas pour le fun. On le fait pour nos membres. Évidemment, nos membres sont des citoyens et des citoyennes. Et si on le fait, c'est parce qu'il y a des lois qu'on qualifie d'illégales et qu'on va aller contester devant les tribunaux parce qu'on estime qu'ils sont contraires à la Charte des droits et libertés. Mais là, ici, le ministre a dit, d'accord, on va mettre dans le cadre de la représentation d'un salarié. Eh bien, ça vient justifier toutes nos contestations des lois devant les tribunaux, que ce soit la contestation qu'on a faite pour l'équité salariale, les contestations qu'on a faites pour les régimes de retraite dans le secteur municipal, toutes les contestations même en cours. Par exemple, la Fédération autonome de l'enseignement fait une contestation du projet de loi sur les signes religieux dans l'éducation. Eh bien, comme elles défendent, comme la FAE défend une membre salariée qui a perdu son emploi, bien à ce moment-là, la contestation de la FAE contre la loi illégale de la CAQ sur les signes religieux, mais est valide. Donc, elle peut être financée à même les cotisations principales d'un syndicat. Le deuxième point, c'est toute campagne de publicité, excluant celle destinée aux membres ou toute participation à un mouvement social concernant un sujet non lié à la convention collective. Ce deuxième point-là, au départ, avant l'étude détaillée, parce qu'on a quand même, l'action syndicale a porté fruit avec Québec solidaire. Puis là, je vous parle de l'action syndicale dans l'étude détaillée, c'est la semaine passée que ça s'est terminé. Donc, au départ, ce qu'ils voulaient, c'est que n'importe quelle campagne de publicité qui n'était pas directement liée à la convention collective, eh bien, toutes ces campagnes-là devaient être financées à même un budget dit facultatif avec des règles pour la cotisation facultative. Là, maintenant, je dirais que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus sensé parce que ça va être inapplicable de toute façon. C'est que toute campagne de publicité qui exclurait tous les sujets de votre convention collective ou tout mouvement social qui serait complètement à l'extérieur de votre section locale, du mouvement syndical, parce qu'un mouvement social, c'est un mouvement syndical, c'est aussi un mouvement social, eh bien, à ce moment-là, ça devrait être financé à même les budgets facultatifs votés dans une assemblée. Autrement dit, là, parce que vous savez, les syndicats au Québec, oui, il y a du financement, par exemple, d'organismes communautaires. On contribue à Centraide beaucoup. C'est sûr qu'il y a des groupes communautaires qui ont appelé des groupes d'aide, Centraide, ont appelé le ministre pour dire, écoute, si tu rends ça tout facultatif, puis si tu mets des bâtons dans les roues dans les syndicats, nous, on risque de perdre quand même une aide financière importante. D'ailleurs, je vous rassure tout de suite, vos budgets de vos sections locales sont adoptés par vos membres en assemblée générale. Donc, s'il y a des membres qui ne veulent pas que votre syndicat participe à telle ou telle campagne de financement,
ben, c'est possible déjà de s'exprimer contre dans une assemblée. Mais bref, même tous les groupes communautaires, tous les groupes de charité sont exclus là, de cette disposition-là. Donc, je pourrais vous donner un exemple vraiment concret. Si votre syndicat finance une équipe de baseball, je ne sais pas, une équipe du baseball mineur ou une équipe du hockey mineur qui n'a aucun lien avec votre syndicat, ben à ce moment-là, oui, ça ferait que vous le fassiez voter pour que le budget provienne d'une cotisation facultative dans un budget facultatif. Donc, je suis conscient que c'est extrêmement lourd ce que je vous explique, mais je vous donne tous les détails. Et c'était le but du ministre ici. C'était vraiment d'alourdir notre vie syndicale en attaquant le précompte syndical. D'où ça vient, l'article 47? Et moi, je vous invite, là, je vais vous envoyer dans le chat, là, où je vous l'enverrai par courriel. Il y a des balados, il y a des podcasts là-dessus, là, des excellents podcasts de la FTQ. En 1974 est déclenchée la grève de la United Aircraft, qui est maintenant la Pratt & Whitney à Longueuil. Il y avait des scabs, il y avait des problèmes aussi au niveau des cotisations syndicales. La United Aircraft ne voulait pas verser les cotisations syndicales qu'elle percevait chez les salariés. Elle ne voulait pas le verser au syndicat parce que le syndicat avait commencé une grève. Comme vous voyez, ben, en haut à gauche, vous voyez, c'est une banderole Syndicat canadien de la fonction publique, FTQ, section locale 301. Ça, c'est l'École bleue de Montréal. On était présents, même au milieu de la photo, ce que vous voyez, c'est en 1977. Bon, ici, c'est René Lévesque là, qui était au Parti québécois. Et à côté de lui, c'est Fernand Daou, le secrétaire général de la FTQ. Donc, on voit très bien, hein, c'est pas PSPP aujourd'hui du Parti québécois qui nous aiderait. Là. C'est pas le Parti québécois d'aujourd'hui là, qui ferait quelque chose pour les personnes salariées. Parce qu'eux, ils nous ignorent tout le temps. Mais à l'époque, ça fonctionnait. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à la suite de grandes manifestations, vous pouvez voir, il y a une auto qui brûle en bas à gauche. À droite, ben, la FTQ, il y a une banderole Front commun. Il y a une banderole qui est écrite Justice des boss. Ouais, maintenant, on est rendu avec un ministre des boss et une justice des boss. Même si on les a fait reculer, quand même, le projet de loi, c'est un projet de loi des boss. Et puis, ben, ce qui avait été fait en 1977, c'est le Parti québécois a fait un projet de loi dans lequel ils ont introduit l'article 47. Et l'article 47, c'est comme l'implémentation de la décision de Yvan Rennes, donc la formule Rennes, dans notre Code québécois du travail. Ça a été des luttes acharnées pour qu'on puisse reconnaître les syndicats au Québec, entre autres avec la formule Rennes. On veut nous l'enlever, cette formule Rennes-là. On veut faire mal aux syndicats. Ici, ce que vous voyez sur la photo, c'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui essaie de s'expliquer à Magali Picard lors de la consultation sur le projet de loi 89. Tantôt, je vous expliquais, la formule Rennes est venue dire, le juge Rennes est venu dire dans sa décision, le droit de grève doit être encadré. Cela dit, on peut s'entendre pour avoir un précompte syndical. Ce qu'a fait la CAQ, c'est d'encadrer encore plus le droit de grève, qui est pourtant un droit fondamental, et en même temps, nuire au financement des syndicats. C'est ce que Magali Picard lui explique ici, là, parce qu'on savait qu'il allait arriver avec un autre projet de loi sur le précompte syndical. Évidemment, ben, la FTQ s'est mobilisée, le SCFP s'est mobilisé, l'ensemble des syndicats du Québec se sont mobilisés. Mais cela dit, ça n'a pas empêché le projet de loi de passer. Et je dirais la première section locale qui subit présentement les désagréments du projet de loi 89 pour le bien-être de la population. C'est une petite section locale à Saguenay, des travailleuses en CPE qui ont dû retourner au travail parce que il doit y avoir une décision par rapport au bien-être de la population. Autrement dit, le ministre Boulet, ce qu'il dit, c'est que peu importe les éducatrices en service de garde, les éducatrices dans les CPE, on peut mettre fin à leur grève et donc mettre fin à leur rapport de force, hein, parce que la grève, c'est ce qui reste au syndicat, puis encore quand on peut la faire. Et puis, ben, on bloque cette grève-là
pour que les éducatrices retournent en CPE, pour que le bien-être de la population puisse être respecté. Mais avant qu'on puisse démontrer à la Cour suprême du Canada que ça va à l'encontre de notre droit fondamental de faire la grève, ça va prendre des années, 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans. Donc, ce ministre-là, ministre Boulay de la CAQ, a fait une loi illégale qui enfreint nos droits fondamentaux, qui prendra des années à être démontrée, ce qui prendra des années à être démontré. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas content, les syndicats. Puis c'est sûr que l'ensemble des syndicats du Québec sont mécontents, surtout quand on met fin à un pacte social où on avait des revenus de cotisation et une grève mieux encadrée. Ça avait été un pacte social pour avoir une certaine paix industrielle. Eh bien, la CAQ est venue mettre un terme à cette paix industrielle-là, d'une certaine manière. Il va falloir que vous fassiez une assemblée annuelle de plus pour la cotisation facultative. Nous, on s'entend à ce que la semaine prochaine, le projet de loi sanctionné. Donc, tout ça devrait être fait avant le mois de septembre 2026. 47.0.2, l'association accréditée présente à ses membres au moins une fois par année lors d'une assemblée la cotisation facultative dont elle entend demander le prélèvement pour financer des activités visées à l'article 47.0.1. Les salariés qui veulent se prévaloir de leur droit de vote transmettent à l'association accréditée de négociation qui les représente les renseignements nécessaires à l'exercice de leur droit de vote. Bon, il y a eu des petits changements ici. Vos membres, tous vos membres, vous avez peut-être aussi des salariés qui sont présentés, qui sont représentés, qui ne sont pas membres, là, mais eux vont devoir vous envoyer le courriel ou l'information, leur adresse à laquelle vous allez devoir envoyer le billet de vote et la présentation de la cotisation facultative pour qu'ils puissent voter. 47.0.3, le prélèvement de la cotisation doit être autorisé au moins une fois par année au scrutin secret par un vote majoritaire des salariés qui sont compris dans l'unité de négociation qui exercent le droit de vote. À chaque année, il va falloir que votre section locale permette un vote au scrutin secret par les membres que vous représentez et les salariés que vous représentez. Le scrutin se tient dans les 30 jours suivant la présentation faite aux membres. Donc, vous avez jusqu'à 30 jours pour faire le scrutin. Au départ, ça, c'est une victoire là, au niveau syndical. Là, c'est une victoire dans la défaite, là, je dirais, là, mais vous deviez faire une assemblée et 3 jours plus tard, le vote commençait. Donc, ça ne faisait aucun sens. On a réussi à convaincre le ministre que ça n'avait aucun sens, donc on l'enlève. À la fin de votre assemblée, vous pouvez commencer à voter, mais ça doit se poursuivre pendant une durée de 12 heures. Là, ce n'est pas 12 heures consécutives. Ça peut être 2 heures, 6 fois, donc ça ferait 12 heures. Les modalités de vote, maintenant, ça devait être décrété par le ministre. On a réussi à faire entendre raison au ministre. Ça va être selon vos dispositions. Donc, est-ce que ça doit être un vote électronique ou un vote par papier? Ça reste à être confirmé, mais on pense que à la sanction là, du projet de loi, lorsqu'on aura le texte final, on va être capable de vous dire, mais on pense que ça va être selon vos dispositions, selon vos statuts. 47.0.4. Il est interdit à une association, que ce soit un syndicat, une union, une fédération, une confédération, à laquelle tu es affilié ou à partir d'une association accréditée, d'effectuer une dépense avec des cotisations principales. Là, encore une fois, ça a tellement été changé, ce projet de loi-là, qu'on pense que, par exemple, le financement d'une équipe de baseball mineure, ça, si vous n'y avez pas pensé au début de l'année quand vous faites votre assemblée, vous ne pouvez pas financer cette activité-là à partir de vos cotisations principales. Sans quoi, une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 47.01 à 47.04 intentée conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale ne peut l'être que par un salarié compris dans l'unité de négociation de l'association accréditée. En résumé, ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un salarié ou un membre, ça, les salariés, c'est ceux qui sont couverts mais qui décideraient de ne pas être membres, bien, ces personnes-là peuvent demander à la Cour du Québec d'intenter une poursuite. Donc, le directeur pénal, directeur des poursuites pénales et criminelles va regarder le dossier, faire une enquête, puis ensuite, votre association ou toute association accréditée, toute union, toute fédération, toute confédération qui conviendrait à l'article 47.0.4
serait passible d'une amende allant de 5 000 à 50 000 $. Donc, vous financez 500 $ l'équipe de baseball amateur. Quelqu'un va à la Cour du Québec et dit que votre syndicat a contrevenu à l'article 47.0.4, bien, vous pourriez être passible à une amende allant de 5 000 à 50 000 $. Évidemment, les SCFP vont se tenir droit et on ne paiera pas ces amendes-là. On va les contester. On ne fera pas exprès non plus pour en avoir, là, évidemment, mais on va faire exprès de faire notre travail syndical. Ça veut dire qu'on ne va pas permettre à un gouvernement d'utiliser des recours illégaux en vertu d'une loi illégale qui est son projet de loi 3. On ne fera pas ça. D'ailleurs, vous avez un per capita de 0,85 % au SCFP. Bonne nouvelle, ça part du Québec, puis ça s'en va à Ottawa. C'est intouchable par le Québec, ça. Et puis, ben, ce que j'ai mis ici comme une photo en bas, non payé égale aucun respect. Ben, rappelez-vous, le président du SCFP cet été, ben, l'été passé, avait annoncé au CCRI qu'il n'allait pas respecter l'injonction. Puis ça, c'était quand même tout un move de la part de notre président national du SCFP parce qu'on s'exposait à des amendes extrêmement élevées. Là, on parle des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars. Là. Mais effectivement, là, la disposition là, qui permettait là, à Air Canada puis au CCRI d'imposer le retour au travail des travailleurs d'Air Canada, ben, ça n'a pas tenu la route. Il y a eu une entente aussi qui a été signée pendant la nuit. Bref, on va se tenir debout, puis c'est pas vrai qu'on va se mettre à payer 50 000 $ d'amende parce que la CAQ, en vertu d'une loi illégale de la CAQ. Pour terminer, il y a des états financiers qui devront être vérifiés. Si vous avez moins de 250 000 $ de revenus ou de 0 à 250 000 $ de revenus annuels en cotisation, pas d'audit indépendant. Par contre, si vous avez des revenus annuels de plus de 250 000 $ à 500 000 $ de revenus annuels en cotisation, il va falloir que vous procédiez à une mission d'examen. Ça, c'est autour de 7 000, 8 000 $. Mais si vous avez plus de 500 000 $ de revenus annuels en cotisation, ce sera une mission d'audit qui vaut à peu près 10 000 $. Ça, c'est des comptables qui viennent vérifier vos livres. Évidemment, moi, je vous dirais, si vous avez des syndics, ben, gardez vos syndics parce que pour vérifier l'audit du comptable indépendant, ça va vous prendre des syndics. Ça va prendre des syndics pour expliquer ça aussi aux membres. Et puis, vous savez, c'est pas parce qu'on a un comptable indépendant qui vient vérifier nos livres que ça nous met à l'abri de la fraude. Ce qui nous met véritablement à l'abri de la fraude, ce sont des membres qui viennent aux assemblées, qui regardent le budget. Ce sont des syndics qui s'occupent de regarder les budgets, les états financiers des sections locales. C'est comme ça qu'on empêche la fraude. Puis la fraude, il y en a beaucoup au gouvernement du Québec. Des sociétés d'État comme la SAQ. C'est un scandale. Il y en a aussi parfois dans nos syndicats. On ne va pas dire que c'est normal. C'est malheureusement, ça vient avec. On est des organisations humaines, il y a de la fraude. Mais quand on regarde le gouvernement du Québec, quand on regarde la CAQ, est-ce qu'ils ont des leçons à nous donner sur la fraude? Absolument pas. Puis d'ailleurs, c'est surtout pour les comptables, l'industrie comptable du Québec, ça va être un impact de 30 millions de dollars. Donc, c'est 30 millions de dollars au moins qui vont sortir des syndicats du Québec. Et c'est 30 millions de dollars de plus pour les firmes comptables du Québec. C'est pas tant que ça, vous me direz. Effectivement. Mais ça va être des états financiers à vérifier d'ici la fin de l'année, votre année financière. Donc, c'est vraiment très rapide. Vous avez peut-être 9 mois là, devant vous pour pouvoir faire vérifier vos états financiers si vous ne les faites pas déjà vérifier. L'ingérence, mais encore une victoire là, dans notre défaite, là, je dirais, là, c'est que 20.3.3, bon, c'était de l'ingérence du gouvernement dans nos statuts. Les statuts ou règlements d'association accréditée doivent prévoir les renseignements suivants. 1. Le mode de convocation des assemblées. Puis les autres modalités, là, les modalités d'exercice du droit à l'égard de la cotisation ou la procédure visant à informer les salariés
de la tenue d'un vote à l'égard de la cotisation facultative, ça a été retiré. Donc, il y a beaucoup moins d'ingérence du gouvernement dans nos statuts. Les règlements par le ministre des dérives autoritaires, eh bien, il l'a retiré. Donc, le ministre devait, par règlement, par décret, nous imposer ce qui était ici. Là. Si on n'avait pas ça dans nos statuts, il y a des sections locales qui se seraient vues imposer par décret des modalités dans leur statut. Ça a été retiré. Tellement que c'était évident que ça allait à l'encontre des chartes des droits et libertés. Les rapports financiers, mesures transitoires, bon, tous les montants de dépenses à divulguer en fonction de la taille de l'association, vous allez avoir le syndicat ayant des revenus de 500 000 de cotisation et moins, il va falloir que vous divulguiez en fonction il va falloir que vous divulguiez toutes les dépenses de 5 000 et moins. Pour ce qui est des syndicats ayant des revenus de plus de 500 000, tous vos dépenses de 10 000 il va falloir les divulguer. Puis toutes les unions, les fédérations, confédérations, ça va être 25 000 Vous allez me dire, vous le faites déjà dans vos budgets. Effectivement, le ministre, l'École bleue de Québec ont invité le ministre à une assemblée pour qu'il puisse voir comment ça fonctionne. Il a refusé. Il n'est jamais allé dans aucune assemblée syndicale, donc il ne sait pas comment ça fonctionne. Il va y avoir aussi une obligation pour la publication des frais de déplacement annuels pour les élus des sections locales, le plus haut dirigeant et l'ensemble de l'organisation. Donc, si vous avez des revenus de 500 000 et moins, ça va être publication des 5 000 puis publication des frais de déplacement annuels pour les élus. Ainsi que du plus haut dirigeant et l'ensemble de l'organisation. Ça, ici, le ministre, il a particulièrement ciblé notre directrice régionale, Marie-Hélène Bélanger, dans la consultation de l'étude détaillée. Donc, c'est un petit peu bizarre, là, mais c'est clair que le SCFP, on n'est pas l'ami du ministre du Travail. On a fait une belle manif le 29 novembre dernier. Ben, je pense que la mobilisation nous a permis de convaincre le ministre qu'on avait des membres derrière nous. On vous remercie. Les Fronts communs syndicales ont tenu des mobilisations historiques ces dernières années. On continue. C'est comme ça qu'on est capable de montrer aux ministres, aux dirigeants élus qu'on est essentiel. Vous voyez, présentement, il y a le Parti québécois, le Parti libéral et le Parti conservateur du Québec qui sont en train de lutter pour gagner les prochaines élections. Moi, mon opinion, c'est que le Parti québécois essaie d'être le plus à droite possible. Il veut tenir un référendum. Écoutez, moi, je respecte là, les opinions politiques de tous, là, mais je peux vous dire que syndicalement, il n'y a pas aucun de ces trois partis-là qui a encore été convaincu de l'importance des syndicats au Québec. Le Parti libéral du Québec, avec Charles Milliard, est en train de rattraper le Parti québécois parce que les Québécois, je ne suis pas certain, moi, qu'ils veulent d'un référendum. On a besoin d'investissements dans l'éducation, on a besoin d'investissements dans la santé, on a besoin d'une plus grande transparence, une meilleure gouvernance du gouvernement du Québec. Les syndicats n'ont pas nui à la croissance économique du Québec. Les syndicats contribuent à la croissance socio-économique du Québec. Donc, il faut s'assurer qu'on est là. Il faut s'assurer qu'on soit entendu. C'est sûr que les prochaines élections, c'est à l'automne 2026. Ça regarde très mal pour nous, mais il faut continuer à se battre. Et puis, écoutez, voilà la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir invité. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.